Alors bonjour tout le monde, le TD, enfin le cours d'aujourd'hui va porter sur la conduite à tenir devant un pneumothorax spontané. Alors il s'agit d'un TD que j'avais présenté lors de mon stage de pneumologie à l'hôpital central de l'armée devant mon professeur qui a pris la peine de corriger certaines informations qui s'y trouvaient et donc qui l'a validé. Alors, quels sont les objectifs de ce TD? Eh bien, il faut savoir reconnaître un pneumothorax dans l'urgence. Donc, il faut savoir que le pneumothorax est une urgence médicale, donc il faut savoir le reconnaître rapidement, savoir demander les examens complémentaires nécessaires, différencier les différents types de PNO. Alors, c'est peut-être un pneumothorax qui est provoqué ou spontané, et dans le cas où il serait spontané, on doit savoir s'il est primitif, secondaire ou autre. Ensuite, on va savoir orienter la stratégie thérapeutique. Donc, comment est-ce qu'on prend en charge un patient? Donc, est-ce qu'on va indiquer d'abord l'exsufflation? Est-ce qu'on va indiquer le drainage, le traitement chirurgical ou d'autres? Et enfin, connaître les modalités de suivi et de prévention du pneumothorax. Alors, le plan général du cours, on va voir une définition, ensuite on va classifier les types de PNO, on va voir la présentation clinique d'un patient qui se présente dans l'urgence avec un pneumothorax, quels sont les signes de gravité, les examens complémentaires hiérarchisés à demander, comment prendre en charge le patient, comment prendre en charge sur le plan thérapeutique et son suivi, et enfin la prévention des récidives. Alors, qu'est-ce qu'un pneumothorax? Eh bien, c'est l'irruption d'air entre les deux feuillets de la plèvre. Alors, comme on sait, la plèvre est une séreuse. C'est une séreuse, donc elle possède deux feuillets. Un feuillet viscéral qui va venir tapisser le poumon, le parenchyme pulmonaire, et un feuillet pariétal qui viendra plutôt tapisser la paroi thoracique. Entre ces deux feuillets de la plèvre, donc entre le feuillet viscéral et le feuillet pariétal, il existe une fine pellicule de liquide pleural, mais eh bien, cet espace reste quand même virtuel, donc il n'y a pas d'espace pleural proprement dit. Ce liquide va uniquement servir à faciliter le glissement entre les deux feuillets de la plèvre. Et lorsqu'il y a irruption d'air entre les deux feuillets de la plèvre, eh bien on va appeler ça un pneumothorax. Donc c'est un épanchement pleural de type aérien. Donc le pneumothorax est une effraction d'air entre les deux feuillets de la plèvre. Cet air, il peut provenir soit directement du poumon, c'est le cas de la plupart des pneumothorax spontanés, soit il pourra être engendré par un traumatisme de la paroi thoracique. Comment est-ce qu'on classifie les pneumothorax? Eh bien, on en a deux grandes catégories. Il peut être soit provoqué, soit spontané. Alors, lorsqu'il est provoqué, il peut être soit provoqué par un traumatisme, un choc ou un accident, c'est le cas des pneumothorax dits traumatiques, ou alors il peut être provoqué par un geste médical comme une ponction ou une biopsie par exemple, et dans ce cas-là, il sera dit iatrogène. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les pneumothorax spontanés. Donc, ils viennent spontanément, le patient est à la maison et il se réveillera ou alors il aura un pneumothorax. Dans ce cas-là, eh bien, on a un pneumothorax dit primitif ou secondaire. Alors, le pneumothorax dit primitif, il peut être soit sur un poumon sain, soit sur un terrain particulier, c'est-à-dire où le patient aura certaines, on va pas dire pathologies, enfin si, ce sont des pathologies, mais qui ne concernent pas forcément le poumon. C'est un pneumothorax primitif. On aura donc le pneumothorax primitif où le poumon est sain, ou alors le pneumothorax spontané dit secondaire, c'est sur poumon pathologique pur. Donc on aura un emphysème ou alors on aura des abcès qui auront éclaté. Comment est-ce que se présentera le pneumothorax sur le plan clinique? Alors il faut savoir que eh bien, le symptôme majeur du pneumothorax, c'est la douleur thoracique. Alors la douleur thoracique, comme elle est le plus souvent décrite, c'est une douleur brutale, en coup de poignard, le plus souvent basithoracique, qui va varier selon les changements de position et le patient aura tendance à s'habituer à la douleur au fur et à mesure que la journée continue. Donc si par exemple il va développer son pneumothorax à 8 heures du matin, d'ici 16 heures du soir, la douleur aura peut-être diminué de moitié dans son intensité. Donc c'est une douleur très brutale, en coup de poignard, elle est superficielle vu que c'est la plèvre qui est touchée, et bien sûr, elle est le plus souvent basithoracique et le patient aura tendance à s'habituer à sa douleur au cours de la journée. On aura parfois une toux sèche qui est associée, liée à une petite irritation, et une dyspnée si la quantité d'air est importante, donc s'il y a un retentissement sur la fonction pulmonaire.
Les signes physiques, on retrouvera le classique trépied de Gaillard, donc à la palpation, une diminution des vibrations vocales, à la percussion, on aura un tympanisme sur la hauteur du pneumothorax, et une abolition du mouvement vésiculaire qui sera bien sûr unilatérale du côté du pneumothorax. Donc, le signe fonctionnel à retenir à tout prix, c'est la douleur thoracique qui est brutale, en coup de poignard, basithoracique, superficielle, qui change en fonction du changement de position. On aura même une sensation de bulle d'air qui bouge à l'intérieur du thorax et le patient aura tendance à s'habituer à sa douleur au fur et à mesure que la journée évolue. On peut avoir association d'une toux sèche liée à l'irritation ou une dyspnée liée plutôt à la compression pulmonaire, donc s'il y a un retentissement sur la fonction respiratoire. Et enfin, les signes physiques, ce sera le fameux trépied de Gaillard, donc à la palpation, on aura une diminution des vibrations vocales, à la percussion, un tympanisme unilatéral du côté du pneumothorax, et enfin à l'auscultation, une abolition du murmure vésiculaire unilatéral du côté du pneumothorax. Retenez la douleur thoracique. Donc voici toutes les caractéristiques de la douleur, le début brutal, unilatéral, donc du côté du pneumothorax. Le fameux coup de poignard n'est pas systématique, donc il pourrait s'agir d'une douleur qui va augmenter d'intensité, mais très rapidement, mais pas forcément un coup de poignard. Souvent oppressante, donc à type de point de côté, elle est basithoracique avec une sensation de mouvement intrathoracique. Donc quand le patient s'allonge, lorsqu'il se met en position assise penchée en avant, lorsqu'il est en décubitus dorsal, la sensation à l'intérieur de son thorax n'est pas la même. On se sentira comme un ballon qui est en train de bouger à l'intérieur de son thorax. Elle est très intense au début, même accompagnée d'une agitation, étant donné que le patient ressent une douleur très intense, qu'il peut à peine bouger, eh bien il sera agité, une agitation typique d'une douleur intense. Elle est augmentée par la toux et l'inspiration profonde, donc notamment l'inspiration profonde, parce que lorsque le poumon se remplit d'air, eh bien il va presser contre la paroi thoracique et c'est ce qui va engendrer cette douleur à l'inspiration profonde. Elle va diminuer d'intensité en quelques heures, on dit que le malade s'habitue à la douleur. Donc les caractéristiques essentielles qu'il faut retenir, c'est le début brutal, c'est unilatéral, le coup de poignard n'est pas forcément systématique, on peut se réveiller le matin avec un pneumothorax, la sensation de mouvement intrathoracique et bien sûr le fait que le malade peut s'habituer à la douleur au cours de la journée. Quels sont les signes majeurs de gravité? Il y a 4 signes de gravité d'un pneumothorax. D'abord la cyanose, c'est parce que le patient va désaturer s'il y a un fort retentissement sur la fonction respiratoire. L'apolypnie avec des signes de lutte, notamment le tirage susternal et intercostal. La désaturation, qui sera liée à la cyanose évidemment. Et enfin les signes d'insuffisance cardiaque droite, c'est-à-dire une tamponnade gazeuse, si bien sûr le pneumothorax est compressif, donc avec l'effet de soupape. Le pneumothorax compressif ici avec effet de soupape, c'est-à-dire en gros que à chaque fois que le patient inspire, l'air qui rentre dans ses poumons ne reste pas dans ses poumons, mais il va fuir à l'intérieur de la cavité de cette cavité pleurale néoformée. Puis, à l'expiration, cette soupape va se fermer et donc l'air va rester piégé à l'intérieur de la cavité thoracique. Donc, plus le patient inspire, plus l'espace pleural va se remplir d'air, mais quand il expire, il ne va pas se vider. Donc ça va se remplir encore et encore et encore jusqu'à collaber entièrement le poumon, voire même dévier le médiastin du côté contralatéral. Puis à un moment donné, ça va appuyer sur le cœur et donc la pression intrapleurale va être plus grande que la pression à l'intérieur du ventricule droit, ce qui va entraîner une tamponnade gazeuse avec une adiastolie. Donc il faut retenir que le pneumothorax dit compressif, suffocant ou à soupape, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le patient inspire, la cavité pleurale se remplit d'air, mais à l'expiration, la soupape va se fermer et l'air ne pourra plus s'échapper. Donc à chaque inspiration, ça va se remplir encore et encore et encore, jusqu'à collaber le poumon entièrement, dévier le médiastin vers le côté contralatéral, la pression intrapleurale va être plus grande que la pression à l'intérieur du ventricule droit, ce qui va entraîner une tamponnade gazeuse avec une adiastolie et des signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë. C'est un grand signe de gravité du pneumothorax et il faudra drainer à tout prix. Bien sûr, la notion de tabagisme est à rechercher systématiquement à l'interrogatoire. 80% des patients présentant un pneumothorax sont des fumeurs actifs ou passifs. Quels sont les examens à réaliser devant un pneumothorax? Alors, comme devant toute douleur thoracique, il faut réaliser un ECG et un téléthorax. Pourquoi l'ECG? Eh bien, pour éliminer les diagnostics différentiels. Donc, on doit éliminer les 6 diagnostics d'urgence devant une douleur
thoracique, c'est-à-dire les trois pieds. Donc d'abord le pneumothorax, évidemment, le sujet de notre TD, la péricardite aiguë qui aura ses caractéristiques, la douleur est soulagée par la position assise penchée en avant, on aura d'autres signes cardiaques, le frottement ou alors la diminution des bruits du cœur. Évidemment, la pneumonie, on aura une fièvre, des expectorations, l'infarctus du myocarde avec la fameuse douleur qui irradie vers le bras gauche et la mâchoire, l'embolie pulmonaire, là, ce sera plutôt compliqué pour réaliser le diagnostic différentiel, il faudra plutôt rechercher des signes de thrombose des membres inférieurs, et la dissection aortique qui aura aussi sa douleur caractéristique qui va irradier vers le dos jusqu'en bas. Donc on doit toujours éliminer les 6 diagnostics d'urgence devant une toute douleur thoracique, même si le pneumothorax a l'air plus ou moins évident. Il faut éliminer notamment l'IDM en réalisant un ECG. Donc devant toute douleur thoracique, même si le pneumothorax a l'air évident, on réalise l'ECG et le téléthorax. On doit éliminer les 6 diagnostics d'urgence, c'est-à-dire les 3 pieds, donc les 3 P pour pneumothorax, péricardite aiguë et pneumonie franche-lobaire aiguë. Ensuite le I pour l'IDM, le E pour l'embolie pulmonaire et enfin le D pour la dissection aortique. Toujours réaliser un ECG et un téléthorax, enfin une radiographie du thorax de face. On doit toujours rechercher certains signes radiologiques en plus du pneumothorax lui-même. Bien sûr, on verra ce qu'on va retrouver à la radio. Donc à la radio, on retrouvera d'abord, bien sûr, une hyperclarté avasculaire qui va s'étendre de l'apex vers la base. On va essayer de mesurer son épaisseur parce que ça va avoir une importance pour notre prise en charge. On recherchera d'autres signes avec un poumon collabé évidemment. On verra un liseré qui va délimiter la clarté pulmonaire et l'hyperclarté du pneumothorax, et ce liseré va correspondre bien sûr à la plèvre viscérale qui recouvre le poumon. Donc une hyperclarté avasculaire en bande de 1 à 2 cm d'épaisseur, s'étendant de l'apex à la base, ou pas d'ailleurs, ça peut être total ou partiel, et on verra un liseré qui va délimiter la clarté pulmonaire de l'hyperclarté du pneumothorax, et ce liseré va correspondre à la plèvre viscérale qui recouvre le poumon plus ou moins collabé. Donc ce qu'on va rechercher ensuite, c'est les signes de refoulement. Donc si on a un refoulement de la trachée du côté contralatéral du pneumothorax, on pourra aussi avoir un refoulement de l'ombre cardiaque. On doit rechercher un pneumomédiastin, c'est-à-dire de fines bulles d'air à l'intérieur du médiastin. Et enfin, des emphysèmes sous-cutanés, c'est-à-dire des bulles d'air dans les parties molles. 3 signes toujours à rechercher, même lorsque vous faites une interprétation de radiographie du thorax en examen ou alors en TP ou peu importe, vous devrez toujours dire s'il y a ou pas des signes de refoulement, présence ou absence de pneumomédiastin et présence ou absence d'emphysème sous-cutané. Ça doit paraître dans votre interprétation. Ensuite, bien sûr, on pensera à demander une gazométrie si on voit des signes évidents de désaturation, donc des signes de lutte, un tirage susternal ou intercostal, ou une cyanose péribuccale ou sous-inguéale. Donc on demandera obligatoirement une gazométrie pour voir si la saturation est en dessous de 90%. Alors comment est-ce qu'on va prendre en charge un patient qui se présente pour un pneumothorax? Donc quel est le but de cette prise en charge? Tout d'abord, c'est bien sûr de soulager le malade et de soulager la douleur. On doit évacuer l'air qui est à l'intérieur de la cavité pleurale et bien sûr prévenir les récidives parce que le pneumothorax a 30% de chances de récidiver du même côté ou du côté contralatéral. Quels sont les moyens? Alors on a 5 grands moyens, c'est bien sûr d'abord l'abstention thérapeutique dans certains cas très particuliers, l'exsufflation, le drainage thoracique qui est la référence, la pleurodèse, c'est-à-dire que c'est un traitement chirurgical du pneumothorax et d'autres mesures associées. Donc l'abstention thérapeutique, l'exsufflation, le drainage qui est la référence, le traitement chirurgical et d'autres mesures associées qu'on verra. Donc selon le type de pneumothorax, s'il est bien toléré, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est un pneumothorax bien toléré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque droite, qu'il y a peu ou pas de signes de lutte, qu'il n'y a pas de cyanose. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si c'est un premier épisode, et c'est un pneumothorax primitif, on va commencer par le primitif. Dans le premier épisode, si l'épaisseur du pneumothorax au niveau axillaire est inférieure à 2 et au niveau plutôt thoracique elle est inférieure à 3, et bien là ce sera juste le repos à la maison et l'abstention thérapeutique avec surveillance. Si il est supérieur à 2 cm en axillaire et supérieur à 3 cm en thoracique, on va passer à l'exsufflation à l'aiguille.
Donc un pneumothorax primitif. Un pneumothorax primitif, c'est-à-dire sur poumon sain ou alors sur un terrain particulier. Donc sur poumon sain, au repos, un repos si c'est inférieur à 2 ou 3 cm, donc 2 cm en axillaire ou 3 cm en thoracique, repos, abstention thérapeutique, surveillance. L'exsufflation, si et seulement si, eh bien, le pneumothorax est supérieur à 2 cm en axillaire ou 3 cm en thoracique. Pour le deuxième épisode, donc si on a une récidive du côté homolatéral, eh bien on va drainer. On va drainer du côté homolatéral. Si on a une récidive du côté contralatéral, dans ce cas-là, on passera à la pleurodèse, c'est-à-dire au traitement chirurgical. Alors on va expliquer c'est quoi la pleurodèse. Eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on va effectuer une thoracotomie plutôt à postérieure. Et lorsqu'on va effectuer cette thoracotomie, on va évacuer l'air évidemment, et on va gratter la paroi de la plèvre viscérale pour créer une sorte d'inflammation, et on va recoller la plèvre viscérale à la plèvre pariétale. On peut même ajouter du talc par exemple pour augmenter cet effet inflammatoire. Et lorsqu'on va les recoller, l'inflammation, la fibrose, les fibres de collagène vont faire en sorte que la paroi viscérale la plèvre viscérale et la plèvre pariétale seront collées à vie, et donc il n'y aura pratiquement aucun risque de récidive. Pourquoi est-ce qu'on fait cette pleurodèse? Pourquoi est-ce qu'on ne draine pas et on attend? Eh bien pour éviter le risque fatal de pneumothorax bilatéral qui pourrait compresser le cœur et entraîner la mort immédiatement. Donc si on a une récidive homolatérale, on peut se passer de la pleurodèse, on va drainer et on va espérer qu'il ne fasse plus de récidive. Mais si on a une récidive contralatérale, il faut à tout prix colmater le côté atteint pour éviter une récidive qui serait bilatérale. Comme ça, vu qu'on a fait cette pleurodèse d'un côté, s'il fera une récidive, ce sera forcément d'un seul côté, vu que ce côté est complètement protégé. Donc, deuxième épisode ou première récidive, on va faire un drainage si c'est du côté homolatéral et une pleurodèse si c'est contralatéral. Enfin, en cas de troisième épisode ou une deuxième récidive, là bien sûr, on va faire une pleurodèse, même s'il a récidivé 2 fois du même côté. Donc on récapitule pour le primitif. Lors du premier épisode d'un PNO primitif, si c'est inférieur à 2 cm en axillaire, inférieur à 3 cm en thoracique, repos, abstention thérapeutique, surveillance. Si c'est supérieur à 2 cm en axillaire, 3 cm en thoracique, là on va effectuer une exsufflation à l'aiguille. En cas de première récidive, c'est-à-dire le deuxième épisode de pneumothorax, si il est homolatéral, dans ce cas-là on va drainer, on va poser un drain. S'il est contralatéral, dans ce cas-là on va protéger ce côté-là en effectuant une pleurodèse, donc un traitement chirurgical, pour éviter une récidive qui serait bilatérale et entraîner la mort du patient. Enfin, pour la deuxième récidive, qu'elle soit homolatérale ou contralatérale, on effectuera une pleurodèse. On va passer maintenant au pneumothorax secondaire qui serait bien toléré. Pneumothorax secondaire, c'est-à-dire qui est lié à un poumon pathologique, donc soit un abcès, un kystidatique, un emphysème qui aurait éclaté et donc qui aurait entraîné un pneumothorax. Dans ce cas-là, dès le premier épisode, on va effectuer un drainage. Et dès la première récidive, on va effectuer une pleurodèse. Dans ce cas-là, on aura peu ou pas de chance de faire un troisième épisode. Et dans ce cas-là, ce sera probablement la récidive. La pleurodèse, c'est le récidive encore une fois. Donc le secondaire, c'est facile. Dès le premier épisode, on va drainer. Et dès la première récidive, on va faire un traitement chirurgical, donc la pleurodèse. Alors, il existe certains cas particuliers de pneumothorax qui vont nécessiter un traitement spécifique à eux. Par exemple, le personnel navigant, tout ce qui est, eh bien, disons surtout les pilotes, on va faire une pleurodèse, donc une symphyse pleurale d'emblée. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que certaines études avaient dit auparavant que les vols en très haute altitude pourraient favoriser l'apparition de pneumothorax. Alors cette information a été plus ou moins remise en question par les nouvelles études, mais disons qu'un pilote a fait un pneumothorax, il devrait changer théoriquement de métier. Mais étant donné que, eh bien, après toute une formation de plusieurs dizaines d'années d'aviation, eh bien, il ne peut pas changer de carrière juste à cause d'un pneumothorax. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une symphyse pleurale unie ou bilatérale comme ça, il aura quasiment aucune chance de récidiver son pneumothorax. Et évidemment, on a dit que cette théorie a été un petit peu remise en question avec les nouvelles études, mais ça reste la conduite à tenir. Donc chez un pilote ou chez le cas d'un personnel navigant en général, dès le premier épisode, on fera une pleurodèse pour lui permettre de continuer son activité professionnelle.
Le cas d'un pneumothorax donc mal toléré, c'est le suffocant, ce qu'on a appelé tout à l'heure le pneumothorax à soupape ou compressif. On va d'abord faire une exsufflation à l'aiguille afin de libérer un petit peu la fonction respiratoire et faciliter un petit peu la respiration du patient. Ensuite, on va poser un drain. Donc exsufflation puis drainage. En cas de pneumothorax mal toléré, suffocant avec signe de compression, voire insuffisance cardiaque droite, cyanose, on reconnaîtra les signes de mauvaise tolérance d'un pneumothorax à la clinique. Enfin, le cas de l'hydropneumothorax, c'est-à-dire que par exemple, si on a un abcès qui aurait éclaté, donc là par exemple, on aura un niveau hydroaérique, du pus en bas et de l'air en haut, bah, dans ce cas-là, on va faire un drainage d'emblée, on va drainer d'emblée. Donc les trois cas spécifiques, les trois cas qui nécessitent un traitement spécial, donc le cas du personnel navigant, c'est la symphyse pleurale d'emblée dès le premier épisode. Le cas du pneumothorax spontané mal toléré, qu'il soit spontané, primitif ou secondaire, mal toléré, c'est le PNO suffocant, compressif, à soupape. Tant que le patient inspire, ça se remplit, mais quand il expire, ça ne se vide pas, donc la cavité pleurale va continuer à se remplir, compresser le cœur, comme on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, on verra les signes de mauvaise tolérance, donc une forte dyspnée, des signes de lutte, une cyanose, des signes d'insuffisance cardiaque droite. Dans ce cas-là, on va exsuffler pour libérer un petit peu la pression à l'intérieur de la cavité thoracique et on posera un drain ensuite, lorsque le patient est un petit peu mieux stabilisé. Et enfin, en cas d'hydropneumothorax, c'est-à-dire lorsqu'on a un niveau hydroaérique à la radiographie, ben là, on fera un drainage d'emblée. Donc on va récapituler grâce à un petit schéma. Donc on a un pneumothorax. Il peut être soit primitif, donc sur poumon sain ou terrain particulier, soit secondaire. Le primitif, s'il est inférieur à 2 cm en axillaire ou 3 cm en thoracique, on va faire repos, abstention thérapeutique, surveillance. S'il est supérieur à 2 cm en axillaire ou 3 cm en thoracique, dans ce cas-là, on va faire une exsufflation. Pour le secondaire, ce sera dès le premier épisode un drainage. En cas d'échec ou de récidive du pneumothorax primitif, si cet échec ou si la récidive est homolatérale, dans ce cas-là, on va passer au drainage. Si le drainage a échoué après 15 jours, donc après 15 jours de drainage, on a encore un pneumothorax, ou si le patient récidive une deuxième fois, là, on va passer à la pleurodèse. Si la récidive du pneumothorax primitif est contralatérale, donc on va passer d'emblée à la pleurodèse. Donc primitif inférieur à 2 ou 3, c'est repos, surveillance, abstention thérapeutique. Supérieur à 2 ou 3, exsufflation. Si ça va échouer, on va passer. Si ça va échouer ou si on a une récidive. Si c'est homolatéral, on draine. Si c'est contralatéral, pleurodèse. Si même le drainage échoue à 15 jours ou si on a une deuxième récidive, dans ce cas-là, pleurodèse d'emblée. Pour le secondaire, c'est simple. Dès le premier épisode, on va drainer. Si on a un échec à 15 jours ou si on a une récidive, bien sûr, on passera à la pleurodèse. Maintenant, on a les cas particuliers. Donc, en cas de pneumothorax compressif, c'est une exsufflation suivie d'un drainage. Et en cas d'hydropneumothorax, il y aura bien sûr le drainage d'emblée. Et enfin, chez le cas particulier du personnel navigant, pour qu'il puisse continuer sa carrière de pilote ou de copilote, et bien là, on effectuera une pleurodèse d'emblée pour sécuriser ses poumons. Quelles sont les autres mesures qu'on pourrait associer? Eh bien, l'oxygénothérapie à fort débit ou une oxygénothérapie titrée, c'est-à-dire qu'on va augmenter le débit petit à petit jusqu'à ce qu'on voit une amélioration de la saturation. Dans ce cas-là, bien sûr, si le patient désature. Le traitement d'appoint, donc on peut donner des antitussifs parce que bien la douleur est un petit peu augmentée par la toux. On aime bien donner des antitussifs pour diminuer cette sensation. Les antalgiques si la douleur est insupportable et une thromboprophylaxie si le patient doit rester en décubitus dorsal trop longtemps pour prévenir la maladie thromboembolique. Les mesures de réanimation, notamment en cas d'état de choc, l'état de choc ou la tamponnade gazeuse si on a une adiastolie dans les PNO compressifs. Donc l'oxygénothérapie à fort débit ou l'oxygénothérapie titrée, donc on augmente petit à petit la dose d'oxygène selon la saturation du patient. Le traitement d'appoint, donc les antitussifs, les antalgiques, la thromboprophylaxie pour prévenir la maladie thromboembolique. Et enfin, les mesures de réa en cas de tamponnade gazeuse notamment. Alors, il semblerait que, certaines études auraient montré récemment que, par exemple, lorsqu'on donne une oxygénothérapie à très fort débit chez un patient qui présente un pneumothorax pas trop grave,
eh bien la vitesse de résorption de ce pneumothorax serait multipliée par 4. Alors il faut savoir que l'air qu'on respire contient beaucoup plus d'azote que d'oxygène, et l'azote est très mal résorbé par nos alvéoles. L'oxygène est beaucoup mieux résorbé par nos alvéoles. Donc si on sature l'air qu'on inspire par de l'oxygène, il semblerait que notre poumon va résorber beaucoup plus facilement l'air contenu dans la cavité pleurale, et on pense que ça multiplierait par 4 la vitesse de résorption du pneumothorax. Alors, les études qui ont été faites sur des petits groupes de patients et dans des terrains très particuliers, donc ce n'est pas vraiment un randomisé en double aveugle pour pouvoir vraiment dire que c'est une méthode efficace. Maintenant, ce sont des avis d'experts. Comment est-ce qu'on effectue le suivi? Bien, il faut un suivi clinique et radiologique. Pour un PNO primitif non drainé, c'est-à-dire que soit il est rentré à la maison directement en repos-surveillance si c'est inférieur à 2 ou à 3, ou alors si il a subi juste une exsufflation si c'est supérieur à 2 ou 3, là on fera un contrôle clinique plus un téléthorax le lendemain, la semaine d'après et le mois d'après, donc à J1, à J8 et à J30. Pour un PNO drainé, on fera bien sûr un clampage quotidien, un contrôle quotidien. Ensuite, on va clamper jusqu'à ce que les bulles à l'intérieur du drain vont s'arrêter, et un téléthorax 24 heures après pour voir euh, comment évolue le pneumothorax. Alors pourquoi on fait un téléthorax 24 heures après l'arrêt du bullage? Eh bien, si le drain arrête de ramener de l'air, on a deux cas de figure. Soit le drain est bouché ou il est coincé quelque part, soit eh bien, il n'y a plus d'air dans la cavité pleurale. Donc on doit faire un téléthorax 24 heures après l'arrêt du bullage pour voir pourquoi est-ce que les bulles se sont arrêtées. Si les bulles se sont arrêtées parce que le drain a bougé, ou s'il est bouché, ou s'il est coincé quelque part, dans ce cas-là, il faudra reposer un nouveau drain. Si il n'y a plus d'air dans la cavité pleurale, c'est que ce n'est pas un échec et on peut retirer le drain. Si après 15 jours, bien sûr, le bullage ne s'arrête pas, on considère ça comme un échec et on passera à la pleurodèse. Enfin, lorsque le poumon revient à la paroi, il faudra faire un bilan étiologique. Pourquoi ce patient a fait un PNO? Alors, à la TDM thoracique, on va rechercher ce qu'on appelle des blebs. Alors, c'est quoi les blebs? Ce sont de petites bulles d'air qui se retrouvent à la surface du poumon. Ces bulles d'air, lorsqu'il y a une forte pression, ils risquent d'éclater et c'est eux qui vont causer ce pneumothorax spontané. Donc quand on parle de poumon sain, ce n'est pas vraiment un poumon sain, il y a des blebs à sa surface, ce sont des bulles d'air qui sont contenues dans nos poumons, et ces bulles d'air risquent de se rompre. Alors là, comment dire ça? La probabilité de rupture de ces blebs est beaucoup plus forte chez les patients qui sont très fins et longilignes, donc très grands de taille et très minces, des patients longilignes qui risquent beaucoup plus de rompre leurs blebs parce que la pression à l'intérieur de leur cavité thoracique est un petit peu plus élevée. Ensuite, on va doser l'alpha-antitrypsine parce que le déficit en alpha-antitrypsine est connu pour donner des pneumothorax primitifs. Donc chez le PNO primitif non drainé, on doit faire un contrôle plus un téléthorax le lendemain, la semaine d'après, le mois d'après. Pour le PNO drainé, c'est un contrôle clinique quotidien. Ensuite, on va surveiller le drain. Donc lorsque le bullage va s'arrêter, on va clamper et on fera un téléthorax 24 heures après l'arrêt du bullage pour voir si le drain est en place, s'il n'a pas bougé, s'il n'est pas bouché, et enfin si il y a encore de l'air ou pas dans la cavité thoracique. Bien sûr, si il y a encore de l'air, ou alors si le bullage continue après 15 jours, on va considérer ça comme un échec et on passera à la pleurodèse. Pour le bilan étiologique, donc au retour du poumon à la paroi, on va faire une TDM thoracique à la recherche de blebs, qui sont les petites bulles qu'on retrouve chez certains patients. Ce n'est pas une pathologie, hein, c'est physiologique, et ces petites bulles, lorsqu'elles explosent, c'est elles qui causent le pneumothorax primitif, et le dosage de l'alpha-antitrypsine à la recherche d'un déficit. On fera une EFR à distance si c'est un pneumothorax secondaire sur terrain de BPCO pour voir si la BPCO du patient ne s'est pas exagérée. Comment est-ce qu'on prévient les récidives? Alors, il faut donner certaines consignes aux patients pour éviter d'une part l'aggravation du pneumothorax pendant sa maladie et bien sûr la récidive contrô-homo-latérale. Alors dans l'immédiat et jusqu'à 21 jours après retour du poumon à la paroi, on doit limiter tous les efforts, même légers. Si le patient peut rester allongé pendant 21 jours, c'est tant mieux, c'est ce qu'il faut faire. On doit éviter les voyages en avion parce que la pressurisation des cabines
fait que la pression intrapulmonaire, la pression dans la cavité thoracique sera un peu grande et la résorption se fera moins bien, et éviter la plongée sous-marine. Quand je dis éviter, c'est pas éviter, c'est qu'elle est proscrite. Donc, limiter les efforts même légers, éviter les voyages en avion et proscrire la plongée sous-marine. Et à distance, donc même après retour du poumon à la paroi, 1, 2, 10 ans après, la plongée sous-marine et les sports extrêmes, donc tout ce qui est parapente, parachutisme, etc., sont à proscrire. Parce que eh bien, la pression de l'air doit être normale pour éviter les récidives, la rupture de Blebs ou autre. Donc dans l'immédiat et jusqu'à 21 jours après retour du poumon à la paroi, on va limiter tous les efforts. Si le patient peut rester allongé, c'est tant mieux. On évite les voyages en avion et on proscrit la plongée sous-marine. À distance, même 1, 2, 10, 20 ans après, la plongée sous-marine et les sports extrêmes sont à proscrire. Alors, comment on pourrait appeler ça, des idées reçues, donc ce sont de fausses informations qui circulent. Donc les efforts à glotte fermée, eh bien, ne favorisent pas la récidive ni la survenue d'un pneumothorax. Donc tout ce qui est manœuvre de Valsalva, ça ne va pas favoriser la récidive ou la survenue d'un pneumothorax. Ça a été prouvé par des études. Et enfin, le voyage en avion ne va pas favoriser la récidive ni la survenue d'un pneumothorax, mais elle va aggraver un pneumothorax préexistant. Donc c'est pour ça que l'on dit que chez le patient, dans l'immédiat ou jusqu'à 21 jours après retour du poumon à la paroi, on doit éviter les voyages en avion parce que ça pourrait aggraver un pneumothorax préexistant. Maintenant, si vous avez déjà fait un pneumothorax ou si vous êtes un patient à risque, le voyage en avion ne va pas augmenter votre risque d'avoir un pneumothorax ou de récidiver. Et je vous remercie.